Radio, c'est maintenant sur la 15-18 Radio. Bonjour tout le monde, je suis Light, je suis à l'antenne de la 15-18 Radio pour l'émission Rubik's Radio et je suis avec mes compères Captain France qui est à mes côtés et avec Bougredane. Coucou. Voilà, donc nous sommes 3 animateurs et nous allons faire Rubik's Radio. Alors Rubik's Radio, qu'est-ce que c'est pour ceux qui viennent pour la première fois? Ça peut arriver que voilà. D'ailleurs le topic n'est toujours pas épinglé à ce que je vois, mais c'est pas grave, ça ne saurait tarder. Rubik's Radio, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui mixe culture, actualité et surtout le débat qui va arriver dans 30 minutes. Mais avant le débat, comme d'habitude, on va un peu faire une table ronde sur l'actu de la semaine. Est-ce qu'on a une actu dont on a envie de parler, etc. etc. Captain France, vas-y, fais péter. Écoutez, moi cette semaine, j'ai beaucoup entendu dire, comme vous, à mon avis, j'ai eu des échos par rapport aux élections présidentielles aux États-Unis, donc Mitt Romney et Obama. Et donc j'ai ouï dire que Mitt Romney commençait à reprendre un petit peu au niveau des sondages. 20 minutes, oui. Et que l'écart se diminuait. Alors bon, j'ai trouvé ça un petit peu intéressant par rapport au vieux conflit républicain-démocrate des États-Unis. Mais la question est de savoir si Mitt Romney est-il un républicain. Alors, comment ça? C'est avéré ça, non? Bah, officiellement, il se brandit républicain, mais enfin, comme tout homme qui se brandit d'une idéologie, on ne sait jamais s'il l'est vraiment. Mitt Romney s'est déjà fait volte-face sur beaucoup de sujets, comme l'avortement, ou bien même la mariage homosexuel. Il a été élu dans un État, le Massachusetts, majoritairement démocrate, donc il n'est pas vraiment si républicain que ça par rapport aux autres candidats, je pense. Je pense par rapport évidemment à McCain qui s'était présenté bien avant. Mais donc la question est de savoir là, mais est-ce qu'il a des chances de gagner? Est-ce qu'Obama a des chances de rester? C'est un petit peu l'actu de la semaine, surtout qu'en France, les médias sont très profondément démocrates pour Obama. Et c'est pour ça qu'on en entend souvent parler. Mais aux États-Unis, il faut savoir que les nouvelles ne sont pas du tout reçues de la même manière. Ils sont bien. Alors je me souviens plus trop des chiffres, des chiffres officiels, des intentions de vote à l'issue du débat qui a eu lieu, du premier des 3 débats d'ailleurs, qui a eu lieu. Alors actuellement, d'après ce que je vois là sur Internet, Mitt Romney donc est à 45% des intentions de vote. Ah oui, donc il est quand même inférieur à oui, 47% pour Obama quand même. Donc, après, il y a différents sondages, vous savez, pour est-ce que vous trouvez que cette personne est faite pour être président? Est-ce que voilà, il y a plusieurs sondages différents, mais là sur les intentions de vote, il y a quand même un écart assez serré. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait que 2 candidats en fait? Je suis pas très au courant de tout ça, mais dans la tradition des États-Unis, absolument. On va regarder dans la file, il y a eu que des présidents, soit démocrates, soit républicains, depuis le début de la démocratie américaine, si on peut appeler ça une démocratie. Sachant que généralement, ces 2 partis sont très proches. Les journalistes français font l'erreur de dire le Parti démocrate, c'est le Parti socialiste français, et le Parti républicain, c'est l'UMP. Ça n'a strictement rien à voir. Oui. Déjà, il faut savoir que nous, les Français, on a beaucoup de mouvements politiques que eux n'ont pas. Ils ont un passé très anticommuniste, par exemple. On peut penser au macartisme dans les années 50 ou aux années 60, ce qui fait que déjà, il manque complètement une facette communiste et par rapport à l'extrême droite, si on peut appeler ça, ils ont même un parti néo-nazi. Qui ça, les Américains, il y a un parti. Bon, alors officiellement, il n'y a pas de. Le parti en soi n'a aucun sénateur, mais c'est un lobby. C'est un lobby. Vous regardez ça, parti nazi aux États-Unis, vous trouvez un lobby. Donc il est quand même présent au Sénat. Il est reconnu officiellement, il est dans la croix gammée et tout. Donc voilà, ce sont 2 mondes politiques complètement différents. Non, oui. C'est pas interdit, vous savez, aux États-Unis, porter la croix gammée, c'est pas un délit. Sauf si c'est dans certains États. Alors après, je suis pas expert dans la législation de certains États, mais est-ce que vous pensez que pour le bien de l'Amérique, il faut garder le libéralisme exacerbé qui
qui est le mot d'ordre des États-Unis depuis sa création, j'ai envie de dire. Ou est-ce qu'il faut centraliser certains trucs, par exemple comme l'assurance, enfin la caisse de sécurité sociale, quoi. Parce que voilà, c'est une question que beaucoup se posent en ce moment. C'est-à-dire, est-ce que pour le bien de l'Amérique, parce que l'Amérique ne fonctionne pas du tout de la même manière que la France, donc ce qui est bien pour la France n'est pas forcément bon pour les États-Unis. Moi, bah, en fait, j'ai pas trop d'opinion fixe là-dessus. Je suis un peu partagé parce que c'est vrai que ça peut aider à grandement lutter contre les inégalités qui sévissent en Amérique, mais en même temps, l'Amérique, euh, si on devait définir l'Amérique, c'est le pays des libertés individuelles, c'est le pays où Oula, des chacun, libertés individuelles. où Peut-être chacun, pas ouais, non non, plus. mais enfin, j'ai envie de dire, où chacun construit sa Oui, propre voilà. Bah, vie sans là, oui, s'occuper de oui. celle des autres, quoi. C'est plein d'individualisme mis en parallèle. Et si on commence à lier ces individualismes parce qu'il me semble que la caisse de sécurité sociale est obligatoire, non? Sera Alors, obligatoire à partir d'une certaine date. Enfin voilà, je ne c'est un peu une première dans l'histoire des États-Unis. Et je sais pas si c'est vraiment ce dont les États-Unis ont besoin aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on compare, là, nous analysons, nous, Français, les États-Unis, de notre point de vue. Nous, on a une culture qui est très fraternelle. C'est-à-dire que, évidemment, nous, on trouve ça scandaleux qu'un pauvre type, voilà, il est au chômage, il a 50 ans, on trouve ça scandaleux qu'il trouve plus de boulot et qu'il est, voilà, qu'il soit vraiment dans la merde. Mais heureusement, nous, on se dit, heureusement, on a un système de santé qui lui permet quand même de survivre. Aux États-Unis, c'est pas du tout la même mentalité, hein. Hmm. Ils sont bien plus rustiques, hein, compte tenu de leur histoire. Chez eux, c'est moins choquant de voir un homme comme ça euh, se, euh, se vautrer comme ça après avoir pas raté sa vie, mais après avoir eu un échec. Donc, par rapport à la sécurité sociale, peut-être que c'est possible, et en tant que point de vue français, c'est bien, évidemment, je soutiens cette initiative sociale, mais est-ce que c'est fait pour les États-Unis, selon ta question? C'est très difficile à dire, parce qu'il faudrait franchement analyser la culture américaine, et par rapport aux États-Unis, je pense que, d'après ce qu'on voit, ça ne correspond pas avec Mhm. l'archétype des États-Unis, de Oui. Bush, des années 2000. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Je ne sais pas, à nous de voir, mais par rapport au social, euh, j'attends de voir. Franchement, j'attends de Mhm. voir. Parce que leur situation économique est assez délicate. Je rappelle aussi que, euh, d'après des chiffres que j'ai vus il n'y a pas longtemps, les États-Unis sont à peu près endettés 5 fois de leur PIB. Alors vous me direz Je sais évidemment, pas qui est cela, le plus dans la mouise entre l'Europe et les États-Unis. exactement, on peut pas dire qu'ils sont plus dans la merde parce que s'ils sont endettés, il y a des raisons, c'est parce qu'ils ont investi, donc ils ont beaucoup de ressources de secours. C'est très particulier, hein. Il faudrait être un docteur en économie pour parfaitement s'y retrouver. Mais en tout cas, il faut savoir que euh, c'est pas non plus la situation parfaite aux États-Unis économiquement, hein. Évidemment, ils ont traversé Mhm. une crise. Ils s'en remettent. Nous, on s'en remet pas. On est en train de s'enfoncer avec l'Europe. Mais eux, ils ont l'air de s'en remettre. Qu'après, Alors, si c'est l'argent, pourquoi il pas. est, il est 16h15, donc on va peut-être passer à un autre sujet. Alors moi, j'ai découvert, enfin j'ai découvert, j'ai lu c'était même pas un article en fait, c'était une petite, je sais pas comment appeler ça, un petit volet sur le côté d'un journal avec marqué Zoom sur. Et là, j'ai découvert qu'il y avait 200 000 milliards de tonnes non, 200, ouais, enfin, ouais, 200 000 milliards de tonnes de carbone qui est enfermé sous la banquise de l'Antarctique. Ce qui fait que, parce qu'il y a très longtemps, l'Antarctique, c'était pas une terre glacée, il y avait de la végétation dessus, ce qui fait que les racines dégageaient du carbone, bref. Donc le carbone s'est enfoncé sous la terre et à l'intérieur de la banquise antarctique, il y a une masse énorme, gigantesque de dioxyde je sais pas si c'est du dioxyde de carbone ou du carbone, mais en tout cas c'est un gaz qui combiné avec, alors je sais plus exactement, il faudrait que je retrouve l'article, mais combiné avec certaines conjectures pourrait donner du méthane qui est encore plus dangereux.
Donc, si l'Antarctique vient à fondre, il y aura un double danger, c'est-à-dire la montée des eaux, mais en plus l'aggravation du trou dans la couche d'ozone. Donc, c'est une découverte qui a été faite il n'y a pas longtemps par les scientifiques, et je trouve ça étonnant que personne n'en ait plus parlé Oui, de ça, alors en fait. permettez-moi de dire attention, parce que je connais correctement bien ce sujet, parce que je me suis bien intéressé par rapport à la science. Si en effet c'est du dioxyde de carbone, c'est-à-dire du CO2, certes ça peut être dérangeant. Par rapport au trou dans la couche d'ozone, on ne peut pas à notre stade dire si oui ou non le trou dans la couche d'ozone est dangereux ou non. Tout d'abord, je commencerai par dire que le On dirait premier gaz, Vas-y, le fais. Ouais. premier gaz à effet de serre, ce n'est pas le CO2. Hein, rappelez-vous que le gaz à effet de serre, c'est le gaz qui en fait empêche les rayons du soleil de repartir et donc qui reste entre l'atmosphère et la Terre et donc la température augmente. C'est un problème en soi. Mais en fait, le premier gaz à effet de serre, ce n'est pas le dioxyde de carbone, c'est l'eau. La vapeur d'eau. Parce qu'il faut savoir évidemment, regardez un petit peu la quantité d'eau qu'il y a sur Terre, avec le soleil qu'il y a tous les jours, c'est normal que la première chose qu'il y ait dans l'air par rapport à la couche ozone, c'est l'eau, la vapeur d'eau. Donc le CO2, ça représente quelques pourcents, si ce n'est quelques centaines ou millièmes de pourcents. Je n'ai plus les chiffres en tête. Mais déjà là, scientifiquement, il faut retirer dans la tête le fait que le CO2 est responsable de la couche d'ozone. C'est un lobby qui existe depuis Margaret Thatcher, vous avez qu'à regarder ça. C'est des scientifiques anglais en premier qui avaient découvert ça, des pseudo-scientifiques d'ailleurs. Et je tiens à vous rappeler aussi que là, on est en train de pleurer sur l'augmentation de la température sur la Terre, mais en 1970, c'était tout le contraire. On commençait à croire que la planète allait geler au bout de 30 ans. Alors si c'est tous les trucs comme du genre 2012 ou l'an 2000, pour moi c'est un petit peu pareil, c'est du lobby politique pour permettre aux grandes entreprises écologistes, entre guillemets, de pouvoir... Oui, mais pas que. Il y a certains faits qui Le sont le acquis. danger, là où le danger existe, c'est qu'en effet, le dioxyde de carbone est dangereux pour la santé humaine. C'est Je sûr. pense en partie évidemment à la pollution des villes. Alors si en effet il y a du dioxyde de carbone sous la banquise, c'est un sacré malheur. Mais vous avez qu'à regarder un graphique de la taille de la banquise à travers les millénaires. Elle n'a fait que augmenter, se rétrécir, augmenter, se rétrécir, augmenter, se rétrécir. Il y a des périodes, des phases en science, comme il y a eu l'ère glaciaire, et il y a eu, par exemple, je dis un exemple, au Moyen-Âge, il y a eu une forme de grande chaleur. Je crois qu'on appelle ça l'optimum médiéval. Et ça explique d'ailleurs la construction des cathédrales avec des grandes ouvertures, parce que la température était assez élevée, et donc ça permettait une certaine aération. Et un autre exemple, il y a eu une autre période où par exemple la Tamise gelait. Alors imaginez-vous maintenant si aujourd'hui la Tamise gelait. Il y a des gravures qui montrent la Tamise gelée à une certaine époque, je ne me rappelle plus du tout de la date. Mais imaginez maintenant si la Tamise gèle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Ah, c'est la fin du monde. Ben voilà. Je t'ai Ayons un écouté petit peu parler parce que moi je n'y connais absolument rien. Mais Euh, faites-vous votre avis par des points de vue scientifiques, de vrais scientifiques, et vous ne faites pas avoir par des journalistes. Attention, ouais, je n'ai rien contre les ouais, journalistes, hein, mais il y a une certaine différence. certes. Alors il est 16h20, on va écouter une petite musique et ensuite on se retrouve et à 16h30 on fait le débat, on invite nos invités et on vous retrouve tout de suite après. Merci d'être avec nous sur la 15-18 radio et puis à tout de suite.
si on parlait culture? Voilà, désolé pour le gros bug, j'ai confondu de jingle, j'ai mis le jingle du débat, donc je me suis complètement spoilé. Voilà, c'était une erreur. Donc la musique que vous venez d'entendre, c'était Approaching Nirvana de Fortissimo, et justement, ce serait un bon moyen d'introduire le petit sujet, la petite table tournante culture qu'on va faire maintenant. Instant culture, on va parler un peu de nos dernières découvertes culturelles, musicales, vidéoludiques, cinématographiques, littéraires, etc. Donc voilà, donc ça c'était Approaching Nirvana et c'est un auditeur qui me l'a fait découvrir, alors je saurais plus vous dire son nom, mais qui me l'a fait découvrir à la dernière émission musicale que j'ai organisée dimanche dernier. Voilà, donc je le remercie parce que c'est vraiment un groupe qui est génial. Bougre d'âne, un film dernièrement? Oui. Un film derrière mon... Alors, Oula, non, attends. je l'ai acheté en DVD Voilà. sur une brocante. Vas-y. C'est bon, tu m'entends? Il y a eu un bug, oui, il y a eu un petit bug, mais c'est pas grave. Ok, donc je disais un film que j'ai acheté sur une brocante il n'y a pas longtemps, dont beaucoup de monde a dû entendre parler, je pense, c'est Planète Terreur, du réalisateur Robert Rodriguez en coopération avec Quentin Tarantino. D'accord. Donc, Et je donc, sais pas si vous connaissez. raconte, moi je connais pas trop. Et je vais lire tout simplement le résumé. Donc, dans une petite ville du Texas, un couple de médecins constate que leurs patients sont affectés par la gangrène et un regard vide et inquiétant. Si des millions d'individus sont contaminés, une poignée d'entre eux se battra jusqu'au bout. Et voilà, tout simplement une poignée de survivants qui essayent de s'échapper de tout ce gros bordel, si je puis dire. D'accord. C'est bien Bon, mignon. moi, ma culture, c'est pas forcément politique et tout ça. Ah non, mais on voit bien. Mais, Non, mais il y a tout, Tarantino, hein, il y c'est a tous les bien, coups sont c'est ça, là-dessus. ouais. Tarantino, j'ai juste... Attends, non, je vais pas Il dire a de fait un film bêtises. historique, si on peut appeler ça un film historique. J'appelle ça de la boucherie pure et simple. C'est quoi? C'était un Ghostbusters. Ah oui, Ah bah, bien sûr. j'ai De failli la dire, boucherie. le seul Tarantino que j'ai vu, c'est Inglourious Basterds, mais je me suis dit, ah, je suis pas sûr que ce soit lui, donc je ne vais Si, pas si. dire Bon, on de va pas dire que c'est un bêtises. film historique, hein, parce que bon, c'est quand même assez particulier. Ouais, Mm. c'est vrai. J'aime bien le moment où il y grave une croix gammée sur le front. À la fin, c'est Non. très Oui, alors sympathique. généralement, soit on aime Tarantino, soit on n'aime pas. Voilà. C'est très cartésien avec Tarantino. Et ouais, l'acteur qui joue le nazi est vraiment excellent. Il a joué dans Green Hornet aussi, dans d'autres films. Ah oui, J'adore. le colonel nazi là, Ouais, qui était le nazi. Shoshada. Et ça, oui. Pardon. Très bon. Euh, Alors, quelqu'un d'autre? Captain euh, France. alors moi, par rapport à ce que j'ai regardé dernièrement, je suis tombé amoureux d'une série qui s'appelle À la Maison Blanche. Alors bon, je ne suis vraiment pas un américaniste, hein, je le dis clairement, mais je suis tombé sur le charme de cette série. Alors si vous voulez, vous êtes mis en scène dans la vie quotidienne, autant Dans la pour vie moi, quotidienne. dans la vie quotidienne d'un président des États-Unis, évidemment, et de son équipe de collaborateurs. Évidemment, ça se passe à la Maison Blanche. Et donc, vous touchez tous les sujets, c'est-à-dire le racisme, l'éducation, l'homosexualité, la vente d'armes, les relations internationales, l'économie. Alors, évidemment, c'est de la politique fictive, hein, c'est imaginé, mais c'est très bien mis en scène, ça se passe un petit peu à l'air Bush, mais seulement c'est un démocrate. Et même si vraiment j'aime pas vraiment la démocratie américaine, je suis tombé sous le charme parce que vous apprenez les mécanismes de la politique américaine, comment ils sont élus, les lois, et tout ça en vous divertissant parce qu'en fait il y a aussi une dose de vie privée et d'humour, évidemment. Et ça se passe vraiment très bien, donc je vous D'accord. conseille de le regarder, c'est C'est à la sur quelle Maison Blanche. chaîne? Alors ça s'est plus passé, hein, c'est une série qui se passait dans les années 2000. Ah oui, Alors, d'accord, je pensais que c'était je une... précise que les doublages français sont, mais alors pourris, comme vous pouvez imaginer avec les séries américaines des années 90. C'est catastrophique. Donc je vous conseille en VO sous-titré français. Vous vous ferez pas mal aux oreilles Comme et voilà. d'habitude, hein. Vous conserverez vos pauvres oreilles. Voilà, Yep, voilà. yep, yep. Alors moi j'ai vu hier soir Germinal, donc adapté du fameux roman d'Émile Zola, et mettant en scène Renaud et Gérard Depardieu. Alors c'est très cru comme film, hein, la pauvreté est vraiment représentée de manière très crue. Donc voilà, et puis il y a des scènes assez violentes qui traduisent bien la révolte des misérables, j'ai envie de dire les misérables. Euh,
pour ceux qui connaissent pas trop Germinal, ça met en scène Étienne Lantier, qui est le héros, et qui arrive dans une mine du nord de la France, hein, près de la frontière belge, au temps d'Émile Zola. Et donc, il va, devant la misère dans laquelle vivent ses compagnons, inciter à la grève, inciter à la révolte, et il va être vite le porte-étendard du mouvement de révolte dans une période d'anarchie, de communisme et je cherche le nom du mouvement avec l'international, là, je sais plus le nom. Euh, enfin, un truc genre l'Union internationale ouvrière, je sais pas trop si c'est ça, mais Aide-moi Captain France, je sais pas du tout. Je sais Je ne plus. vois vraiment pas là parce que j'étais complètement déconnecté. Tu parles d'un mouvement ouvrier sous Zola. L'internationale ouvrière. Enfin, oui, ça doit être un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas je trouve que c'est une belle adaptation du roman de Zola. J'aime beaucoup Renaud en tant qu'acteur parce que je le connaissais que en tant que chanteur avant ce film. D'ailleurs, c'était un de ses premiers films. C'était un de ses premiers films. Je- Il a été, il a été guidé par Gérard Depardieu, etc. Et c'est un bon acteur, etc. Donc il y a un bon casting, il y a une bonne adaptation d'un roman qui est extraordinaire à la base. Et donc voilà, c'est un bon film. Bon, il est un peu long, il dure entre 2h30 et 3 heures, donc mais voilà, c'est un truc à voir à l'occasion, histoire de réviser ses classiques. Très bien, je regarderai. Mais encore une fois, comme tous les romans adaptés au cinéma, je vous conseille de lire le livre. Ça vaut exactement la même chose pour Les Misérables de Victor Hugo, Mhm. qui a eu une adaptation au cinéma, et qui est délicieuse, hein, c'est pareil. Hein. Elle est avec Christian Clavier, et je crois qu'il y a évidemment Depardieu. Mhm. L'adaptation est vraiment bien faite, mais je conseille encore une fois le livre. Vous avez toujours des détails, petites mises en scène qui sont pas là dans le film. Alors, il est 16h31, le temps d'inviter nos invités. Like, Oui, vas-y. est-ce que je pourrais très rapidement parler d'un petit nouveau sur YouTube avant? Ah bah oui, bien sûr, j'ai oublié, oui, vas-y. Donc c'est très très rapide, je l'ai découvert tout à l'heure, il fait des tutoriels très intéressants sur Minecraft, donc le domaine vidéoludique. Donc je vais vous passer sa chaîne sur le topic de l'émission. Et je vous conseille vraiment d'aller voir, il a du potentiel et je pense qu'il va vite avoir une petite réputation sur le net. Voilà, donc petite pub pour lui, il s'appelle Krun GFX. Super, bah bon courage à lui. Donc je disais quoi? Oui, je vais mettre une musique et ensuite nos invités seront présents et on commencera le fameux débat. N'hésitez pas si vous voulez participer au débat dès maintenant, enfin temporairement, hein, juste intervenir un quart d'heure pour donner votre opinion, donner votre argument. Soit vous nous envoyez votre numéro de téléphone fixe sur lequel on peut vous joindre par message privé sur le site jeuxvideo.com ou sur Facebook ou sur etc. Donc vous nous transmettez votre numéro de téléphone fixe ou bien vous nous ajoutez sur Skype radio 15-18 et comme ça on pourra vous inviter pendant le débat temporairement. Voilà. Donc n'hésitez pas parce que plus il y a de monde et plus il y a d'opinions diversifiées et plus le débat est Plus il y a de fous, intéressant. plus on rit, voilà. Oui, bon, oui, c'est sûr, on peut dire ça. Voilà, donc je mets la musique, on se retrouve juste après et puis à tout de suite. C'est le débat. Voilà, de retour, désolé, nous avons un quart d'heure de retard, il y a eu des soucis techniques, mais l'essentiel c'est que nous avons nos deux invités à nos côtés maintenant. Donc François Fautrade avec Bonjour. nous. Voilà, donc est-ce que vous souhaitez vous présenter vous-même ou que nous vous présentions? Euh, je ne sais pas ce que vous voulez savoir de moi. Je Non, vous laisse. l'essentiel.
Donc François Vautrin, professeur de lettres classiques, et dans ce débat représentant la pensée royaliste. Voilà, et Sérim Alexandre Arad, son interlocuteur. Bonjour. Voilà, donc président des jeunes radicaux de gauche, et puis si vous souhaitez ajouter quelque chose, je vous laisse, allez-y. Voilà, formation de jeunesse du Parti radical de gauche, héritier donc de ceux qui ont amené à la République. Voilà. Donc, ce sont nos deux interlocuteurs. Vous pouvez évidemment intervenir durant le débat, soit en nous envoyant un SMS pour que nous lirons à l'antenne. Donc, vous envoyez ça au 71 001, vous envoyez 15 18 suivi de votre message. N'oubliez pas le préfixe. Ou vous nous ajoutez sur Skype radio 15-18 et nous vous inviterons à la conversation. Voilà, donc la problématique de départ a été fixée, vous la connaissez, c'est une double problématique en fait qui remet en cause les deux partis pour partir à égalité. La problématique c'est le système républicain est-il un échec d'une part, et d'autre part la restauration monarchique est-elle encore possible en France à l'heure actuelle? Donc, est-ce que quelqu'un veut se charger de rappeler le contexte, quelques faits historiques, histoire de commencer sur des bases solides une discussion? Eh bien, on peut rappeler peut-être que nous sommes en République de façon à peu près discontinue depuis plus de 2 siècles, mais que la dernière instauration républicaine date donc de 1958 avec la cinquième République, 5 républiques en un peu plus de 2 siècles. Voilà. Donc, je laisse la parole à monsieur Arad pour commencer à répondre à cette problématique doublement problématique, si je puis dire. Donc bonjour à tous et aux auditeurs et auditrices. Je pense qu'il est intéressant en effet de discuter un petit peu le modèle républicain et savoir, c'est là la question je pense qui a tout son intérêt de savoir si le modèle de la Ve République a atteint ses limites. Pour autant, je pense qu'un peu d'histoire est nécessaire, nous sommes là pour ça, et rappeler à quoi voulait répondre la République à l'époque. À l'époque de l'Ancien Régime, je fais allusion donc à la période avant 1789, la légitimité notamment de la tête de l'État, autrement dit le roi. La légitimité royale fondée sur l'hérédité, c'est pour moi une chose qui est néfaste dans le sens où c'est un fait imposé. Par contre, si on parle de légitimité au sens républicain de la tête de l'État, le président de la République, cette légitimité est fondée sur le mérite et l'acceptation par le vote. Pourquoi je pense que, à titre personnel, le régime monarchique est profondément discriminatoire. Donc, je l'ai rappelé donc dans une première partie fondée sur l'hérédité, mais aussi à l'heure où on parle notamment de l'égalité entre hommes et femmes, il faut savoir que, même si des dispositions le prévoyaient le cas échéant, c'est l'héritier mâle qui prévaut. Je pense que ce genre de choses-là, il faut le rappeler aux auditeurs et aux auditrices. Éventuellement, dans une seconde partie, on peut également faire allusion à la relation qu'a le citoyen avec la République et le sujet avec le système monarchique, où dans l'un, vous avez une relation de soumission, et dans l'autre, c'est part d'une dynamique collective, et donc, je peux rappeler également, pour faire quelques références au contrat social de Rousseau, où vous avez des personnes qui sont soumises au régime de l'égalité des droits. Je pense que ces points-là, il faut les rappeler à nos auditeurs, pour comprendre un petit peu la distinction à l'origine entre République et monarchie. Je vous laisse un petit peu la parole à mon interlocuteur s'il veut ajouter d'autres éléments. Oui, je vous remercie de proposer les termes du débat d'une façon aussi précise et aussi sérieuse. On aurait pu craindre de tomber tout de suite dans la caricature. Vous ne le faites pas, même si vos propositions, vos définitions concernant la monarchie sont un petit peu erronées, bien sûr, par rapport à ce que je voudrais en dire. Ce que vous estimez peut-être comme étant des injustices ou des discriminations sont dans notre pensée, bien au contraire, des garanties pour un certain nombre d'avantages dans un système qui se veut avant tout stable. Mais comme vous avez énoncé beaucoup de choses, il faudra reprendre chaque élément sans doute point par point. Je pense que
si on arrive à proposer à nos auditeurs l'idée qu'il y a bien deux modèles différents, mais qui visent, j'ose l'espérer de votre côté du moins, qui visent à la civilisation et à la stabilité de la vie publique, de la vie en société. Je vous laisse la parole. Je tiendrai quand même à revenir sur quelques faits. Tout d'abord, il n'y a pas un royalisme comme il y a une république. Oui, il y en a Donc plus. il y a évidemment, hein, ça faut le prendre en compte. C'est-à-dire que là ici on ne fait pas le procès généraliste des deux façons. Par exemple, je reviendrai peut-être à la 5e République du général de Gaulle qui, vous le savez peut-être, à la fin de sa vie éprouvait des regrets par rapport à la monarchie, c'est un fait. Donc de là, on peut déjà commencer à se poser des questions. Évidemment, on peut aussi parler du régime parlementaire, on peut aussi parler évidemment de la monarchie absolue, bien même de la monarchie constitutionnelle. Il y a tout un éventail de régimes qui, chacun par rapport aux autres, a des petites différences voilà. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. C'est très important, vous avez raison, mais même par rapport à cela, c'est aussi une façon une vision des choses. C'est-à-dire que on ne choisit pas, on ne choisit pas le régime que l'on veut comme on le veut. Et ça, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. D'accord. Alors, pour ceux qui invoquent l'argument de la division de la République, il faut aussi souligner que que les royalistes ne sont pas tous unis, étant donné qu'il y a plusieurs branches, si je puis dire. Il y a voilà, il y a les légitimistes, les orléanistes, donc ce n'est pas non plus une grande famille unie. Il y a également des divisions dans les deux camps, donc ce n'est pas un argument qui est... La division ne procède pas de la même essence, ne fonctionne pas de la même manière. Quand vous avez le jeu républicain est un jeu qui se veut avant tout partisan. Et pourtant, dans tous les partis, quand vous avez un meeting, tout le monde se réunit sous la même bannière tricolore, en chantant la même Marseillaise et en se réclamant des mêmes idées républicaines. Et pourtant, ce sont des partis qui, eux, vont s'affronter. C'est pas du tout la même chose quand on parle des royalistes, qui ne sont absolument pas un parti, mais des gens qui, eux, voudraient réinstaurer la monarchie, mais pas du tout pour le bien de leur propre parti. Ce sont des égarements ou des erreurs individuelles et non pas un principe de fonctionnement. Je pense qu'il y a une différence fondamentale à cet égard. Si je puis me permettre, je rappellerai juste à mon interlocuteur que tout parti politique respecte un certain nombre de conventions rappelées par la Constitution, et notamment la forme républicaine de notre État. Pour autant, les oppositions, il en existe, et c'est naturel, reposent sur des débats d'idées, ce qui n'a rien à voir. Elles ne remettent pas en cause des acquis démocratiques, et tout ce débat d'idées-là est garanti par la liberté d'expression, valeur communément acquise par tous les partis, quels qu'ils soient. Donc en termes de clivage, je doute que l'argumentaire soit pertinent. C'est bien amusant que des gens comme Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon veuillent établir la République quand on sait les grandes divergences qui sont les leurs, et pourtant elles sont bien dans le même geste et la même symbolique. Alors là, la conception de la République, pour autant, il respecte certaines formes et certains acquis de la République, et notamment la liberté d'expression, il me semble. Ils sont pensés du moins. Si ce n'était pas le cas, les pouvoirs publics ont la possibilité de dissoudre, ce qui s'est déjà passé pour d'autres formations politiques au début du siècle dernier. Captain France a envie de répondre à ce qu'a dit M. Vautral. Peut-être revenir à un élément précis afin que tout le monde puisse se focaliser dessus. Revenir par rapport au malaise politique actuel. Évidemment, parce que c'est de là d'où provient toute la question. Nous vivons actuellement évidemment une période où il y a une grande scission politique entre ceux qui prônent par exemple l'européanisme ou bien le libéralisme et ceux qui prônent justement un système complètement différent. On arrive à un point où on a usé toutes les méthodes, où on en est au constat. Donc c'est de là d'où naît le problème. Il y a évidemment le problème de la corruption, non pas instantanée, mais comment dirais-je, des lobbies, et tous ces problèmes-là qui nous posent évidemment la question, entre autres, de l'identité. Et c'est là d'où peut-être on pourrait arriver vers le débat. Monsieur Drey, comment envisagez-vous la mise en place de la restauration monarchique
aujourd'hui? Oui. Alors, je voudrais d'abord répondre à la première partie de la question. On dit souvent que le poisson pourrit par la tête, et c'est bien ce à quoi on assiste aujourd'hui. La crise institutionnelle en France, elle vient surtout de la crise institutionnelle de la présidence de la République. Il suffit de voir les événements récents de ces Français qui se sont infligés un nouveau chef d'État avec énormément d'enthousiasme, je suis un tout petit peu ironique, et maintenant qui ont abandonné cet homme, simplement pour se débarrasser du précédent qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et je crains qu'en 2017, les Français soient de nouveau dans un désarroi. Donc le problème, le malaise, il vient d'abord du fait qu'on nous demande de choisir le chef de l'État, alors que nous en sommes parfaitement incapables et que cela engendre plus de souffrance que de libération dans ce droit de choisir son chef de l'État. C'est pour ça qu'évidemment, le gros avantage de la monarchie, c'est qu'on ne choisit pas le chef de l'État. Les autres instances de l'État pouvant être évidemment soumises au vote, mais au moins celle-là, celle qui représente la puissance de l'État n'est pas entre les mains et la responsabilité des Français. Mais est-ce vraiment un avantage? Parce que quand tout le monde n'est pas apte à te gouverner, et ce n'est pas parce que le futur roi a une... Formation pour. Voilà. Oui, il a une Oui, si, formation. on peut considérer quand même que le système monarchiste engage certains avantages dans ce sens-là, c'est-à-dire que le fils possède une éducation euh, taillée justement à sa fonction, ce qui quand même peut être assez utile, mais cependant peut-être laisser la réponse du républicain par rapport justement à cette histoire de succession et de l'élection de l'homme de pouvoir. Mhm. Une réponse peut-être, non de... Si je puis me permettre pour reprendre depuis Voilà, le début, il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas lié forcément qu'à la Ve République française, il y a un constat, une perte de repères de la part de la jeunesse, mais ça c'est un constat qui a lieu dans plusieurs pays européens, qu'il soit une monarchie constitutionnelle ou une république avec la forme qu'il peut avoir. Je pense que ça c'est l'objet d'un autre débat. Pour autant, par rapport au fait que les Français se seraient infligés un nouveau président de la République, bon, là je reste un petit peu dubitatif puisque de mémoire, si je ne me trompe pas, avec près de 81,5% du corps électoral qui a voté, je trouve que s'il y avait vraiment un véritable désintérêt, la révolution de Versailles au 16e arrondissement de Paris aurait lieu depuis bien longtemps. L'abstention tout de même, ceci ne pas étant. oublier l'abstention dans les chiffres, hein. Il y a quand même... voilà. Oui, on peut analyser dans les chiffres selon les catégories de population, mais sur le corps électoral lui-même, c'est ce chiffre-là brut. Donc ce qui n'est quand même Oh, mais c'est une tradition française, mais n'évoque la pas tradition d'un française... désintérêt profond. C'est juste pour répondre au fait qu'il se serait infligé ce vote-là. Concernant le fait que, en effet, il y a des problèmes de corruption en France. Ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Beaucoup d'États y font face. Je pense que oui, tout l'intérêt de la réforme de nos institutions doit, moi je suis partisan d'une 6e République pour certaines raisons, puisque je suis partisan d'une 6e République parce que je considère qu'en effet, le régime de la 5e République peut avoir certaines limites et il l'a démontré par rapport aux hommes qui l'ont composé. Mais ça ne remet pas en cause ses fondamentaux. On regarde un petit peu dans l'histoire de 1789 à nos jours, on a eu des périodes certes révolutionnaires avec les dérives que ça a pu engendrer, mais nous avons aussi des périodes de monarchie parlementaire. Donc on a essayé en quelque sorte de revenir toujours vers la monarchie sans pour autant y arriver et pour aujourd'hui imposer la République et j'en suis très heureux. Si on prend un petit peu, faisons un peu d'histoire, puisque ça aussi c'est intéressant, si on prend la restauration à la monarchie du 4 juin 1814, où on peut retrouver, si on fait une petite analyse, où il y avait une négation de la souveraineté nationale, chose à laquelle je tiens avec la souveraineté populaire. On aura l'occasion peut-être d'en reparler plus tard. Mais si je me souviens bien, le roi Louis XVIII, qui tient ses pouvoirs non plus du peuple, mais de Dieu. Excusez-moi, mais dans la France dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, si l'image de la stabilité, c'est avoir une figure garante d'une image sclérosée et marquée dans le marbre, notamment sur le côté religieux, ce n'est pas la France à laquelle j'aspire, déjà à titre personnel. Et je rappellerai aussi que sous le roi Louis XVIII, nous avons eu un abaissement des libertés individuelles et collectives, notamment au niveau de la presse, et tous ces genres de choses, cela me dérangeait personnellement.
Moi, je sais que la République n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite, mais au moins elle est perfectible, contrairement à la monarchie qui, pour moi, est un système dépassé, car trop conservateur. Voilà. Il faut peut-être remettre dans le contexte, hein, attention, de la monarchie, mais peut-être que monsieur Fautras veut répondre. Constitutionnelle, hein, absolument, oui, mais il faut quand même remettre dans la... Là, vous parliez tout à l'heure de la suppression de certains droits, nous sommes en 1814, vous l'avez bien dit, dans une période très dangereuse par rapport à la situation géopolitique d'alors, et certaines mesures républicaines, par exemple, ont été établies à peu près du même sens dans diverses périodes. Je pense, par exemple, la Première Guerre mondiale, où il y avait bien aussi une censure de la presse. Donc on ne peut pas non plus mettre... il y a 2 poids 2 mesures, hein, je pense, là-dessus, et ce serait peut-être... Oui, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que dit monsieur, c'est tout d'abord, là où on a bien un vrai point de rupture, c'est que non, je ne pense pas que la souveraineté appartienne au peuple, la souveraineté est entièrement à la personne du souverain, ça c'est évident, pour un royaliste. Et la deuxième différence, c'est que oui, la monarchie est un régime conservateur, évidemment, puisque le principe c'est de conserver le bien commun pour qu'ils puissent profiter à l'ensemble de la population. Voilà, c'est-à-dire garantir la stabilité, la sérénité, la force d'un État pour que chacun puisse en jouir dans la sérénité. Et non pas, comme l'est la République, un régime qui est dans un progrès permanent. Monsieur disait qu'il fallait bientôt passer à une 6e République pour de nouveau perfectionner les institutions. Alors voilà, là nous avons encore une différence fondamentale. Peut-être passer à un deuxième thème maintenant qu'on a vu par rapport à l'élection et au transfert de pouvoir. Parlons peut-être justement, j'aimerais quand même repréciser quand même la nuance très importante, hein, pour les auditeurs, de république et démocratie. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a évidemment des monarchies avec une démocratie, et il y a aussi des républiques sans démocratie. Je pense évidemment à la République populaire de Chine, ou bien les... donc voilà, il faut faire attention. République, ça peut très bien. République, ça peut très bien aller presque dans un sens monarchiste, hein. On pense par exemple au consulat de Napoléon, où il se disait république, et pourtant ça ressemblait fortement à un monarque. Il n'attendait plus que son sacre pour devenir empereur. Donc, ou la République romaine, avec absolument, qui pouvait élire un dictateur. Donc là, évidemment, on parle de ce contexte des années 1789 à 1800, je dirais 70, hein, c'est la fin principalement de la monarchie en France. Donc voilà. Ah non, la fin de la monarchie en France, c'est 1830. Hein. Je dirais, oui, enfin, la monarchie de la succession, il y a quand même eu Napoléon III qui a remis une couche... non, mais Napoléon III, c'est pas Napoléon III. Oui. C'est un habillage, mais ça reste... Voilà, ça peut être un débat qui peut rester historique, oui. Mais est-ce que Napoléon III est-il un monarque ou non? Bon. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette période-là et non pas dans la période que je citais précédemment. Tout donc comme la question, la Seconde République en était-elle réellement une? Absolument, oui, on pourrait parler de la même chose. Voilà. Peut-être un autre thème pour changer de sujet. Alors, à quoi tu penses, Captain France? Différence fondamentale entre la République et le royalisme, c'est est-ce que le peuple est-il à même de se contrôler lui-même? C'est-à-dire là on parle vraiment de la démocratie. Est-ce que le peuple est-il à même de se contrôler lui-même? Voilà, c'est la question. Assez compliquée évidemment, parce que ça a été le sujet à peu près toute l'histoire de tous les pays du monde. C'est vrai que c'est une question qui porte à réflexion. C'est très intéressant. Et dans ce cas-là, je précise que la République est plutôt du côté de dire que le peuple n'est pas forcément tout le temps à même de se conduire par lui-même. Hein. Donc attention, hein. Là on parle vraiment de démocratie contre république et monarchie. Monsieur Arad, votre opinion sur cette excusez-moi, je perçois mal votre question. Quand vous dites que le peuple qui se contrôle par lui-même, vous dites sans cadre, donc on parle d'anarchie, c'est ça? Non, on parle vraiment de démocratie. Par contrôle de lui-même, c'est lui qui fait ses propres choix. Donc vous parlez de souveraineté populaire ou souveraineté représentative. Absolument, de la souveraineté populaire. Ah d'accord, oui, là je comprends mieux, oui, non, parce que la manière dont vous le présentiez, je pensais que vous parliez d'anarchie au départ.
Donc oui, aujourd'hui on voit que la Ve République est justement l'opposition permanente, puisque c'est vrai qu'au départ l'idée même était la souveraineté nationale, donc l'abstraction de cette souveraineté de l'État une et indivisible. Aujourd'hui, le système de la Ve République marie justement souveraineté populaire et souveraineté nationale. Il est vrai, et c'est là où je parlais au tout départ peut-être des limites de notre Ve République, et l'aspiration de la sixième, c'est réassocier l'individu ou la population à la prise de décision qui concerne l'État en soi. Ça, comment feriez-vous justement la 6e République, comment ferait-elle? Dans les propositions que je peux avancer pour les radicaux de gauche, en tout cas, l'idée de référendum d'initiative populaire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le filtre qui est fait, c'est un référendum qui a quand même une forte dose, un filtre qui concerne les députés, puisqu'ils doivent apposer leur signature pour pouvoir faire un référendum d'initiative populaire. Nous sommes partisans d'introduire cela de manière plus directe. Par exemple, le système du référendum d'initiative populaire est une technique. On voit en Suisse, avec de temps en temps les dérives que ça peut porter, mais pour nous, c'est un des préalables. Et ça c'est pour le niveau de l'État, mais on peut également prendre cela au niveau municipal, ça se fait, il y a des questions qui sont faites au niveau municipal sur des choix de société qui concernent une commune. Pour moi, ça, ce sont des procédés qui permettent justement aux citoyens de se réapproprier la République. En même temps, il faut également toujours avoir des contre-pouvoirs. Il est vrai que, par exemple, la destitution du chef de l'État pour certaines raisons, notamment, je fais allusion là à un article particulier de la Constitution qui permet de destituer au cas où celui-ci ait une action qui aille au contraire des fondamentaux de la République. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de loi organique qui définit justement cet aspect-là de trahison des valeurs de la République. Ce genre de choses-là, il faut permettre, je pense, d'aller plus loin au niveau juridique pour permettre l'émergence d'un contre-pouvoir. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, selon les personnalités des chefs d'État de la République, on peut s'apercevoir d'une concentration de pouvoir. On l'a vu au quinquennat dernier. Et je pense que d'un point de vue démocratique, puisqu'on parle de ça, il est plus sain de mettre ce genre de limites. En même temps, je pense qu'il n'est pas souhaitable de remettre en cause le mandat républicain de nos parlementaires, puisqu'ils font quand même un travail, même si parfois celui-ci est décrié, et j'entends bien les quelques cas uniques de corruption qu'il peut y avoir. Pour autant, ce système a fait ses preuves. Il a permis de consacrer et de cimenter cette notion de vivre ensemble républicain. L'apparition de la laïcité, je rappelle, en 1905, qui a permis de cimenter cette... Allô ? Il y a peut-être un problème technique. C'est bien dommage parce que je comptais bien revenir sur cette... je le rappelle immédiatement. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je peux répondre à Tintin ou pas? Bah non, attendez qu'il revienne, je vais le rappeler. Attendre quelques temps. Je le rappelle. Vous allez répondre sur donc par rapport à... il y a beaucoup de choses, oui. on va peut-être revenir tout d'abord sur le fondamental, c'est-à-dire est-ce que le peuple est-il à même de se contrôler lui-même? On va peut-être commencer par là. Alors évidemment, peut-être qu'on fera une parenthèse tout à l'heure sur justement cette arrivée des radicaux en 1880 et leur loi, par exemple la laïcité, et je pense que ça fera un bon sujet parce que les royalistes sont plutôt côté clérical et au contraire les radicaux au sens. Alors peut-être Monsieur Frottade, vous avez qu'à commencer en tout cas sur le peuple est-il à même de se contrôler lui-même? Alors, se contrôler lui-même, se gouverner lui-même. Alors, il y a bien sûr quelque chose d'un peu illusoire, mais ça, c'est la pensée de Rousseau. Les individus seraient munis... Alors, excusez les bruits de fond, Oui, allô ? Oui, voilà, Monsieur Arad est ça a coupé, excusez-moi. Alors, il me semble que Monsieur Fautrade voulait répondre à Monsieur Arad. Allez-y. Oui, donc sur la question, le peuple peut-il se gouverner lui-même? Donc là, la réponse que vous avez proposée, elle vient, j'imagine, en partie de Rousseau, de son contrat social, que l'homme serait naturellement doué d'une sorte d'instinct divin qui lui permettrait de faire les bons choix en matière de politique, et le miracle s'opère au cas où il se serait trompé
quand on voit le résultat du suffrage, s'il n'est pas dans le bon camp, eh bien de faire amende honorable et de reconnaître le pouvoir qui a été élu, ou la décision référendaire qui a été prise. Alors, je ne partage pas tout à fait ce sentiment, bien sûr, ni ce mode de fonctionnement. En monarchie, on préfère que les gens soient consultés dans les domaines où ils sont compétents directement. C'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires, divers qui existaient, par exemple, sous l'Ancien Régime, comme bien sûr les corporations ou les États généraux, par exemple. Le référendum d'initiative populaire peut avoir des choses assez séduisantes dans la théorie. C'est après un peu dangereux, et surtout, on sait bien, on l'a vu avec assez d'exemples dans l'usage du référendum, combien bien le pouvoir s'est détourné cette décision du référendum qui se voudrait souveraine, et on rencontre donc des affrontements de souveraineté. Bah oui, bien souvent les référendums sont plus un champ. Oui, mais faites attention à un référendum qui aurait une initiative de la part d'un chef de l'État et un référendum qui est une aspiration d'une population. Il y a une différence à faire. C'est pour ça que je parlais bien des référendums d'initiative populaire. Attention. Ouais, mais cela devient compliqué si la population peut à chaque fois proposer un référendum. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a jamais... Bien sûr, il doit y avoir des critères organiques pour l'établir, mais sur le principe même de donner un référendum d'initiative populaire, il y a une différence avec un référendum qui est posé par le sommet de l'État. On est bien d'accord. Oui, il peut y avoir des nuances, absolument. Après, pour le miracle, excusez-moi, moi vous me dites miracle, moi j'appelle ça la raison. C'est quand même quelque chose qui est consciemment décidé par un individu. Et vous me parlez des corporations, on a vu ce que ça a pu donner, notamment en matière de conservatisme au niveau des emplois, etc. Et le marasme économique que ça a conduit. Donc oui, les corporations, je ne sais pas si c'est vraiment un bon exemple en termes historiques. Bon, oui, c'est plutôt un bon exemple, mais je ne sais pas à quelle époque vous faites référence, mais ça a plutôt bien fonctionné pendant... Si vous parlez des corporations jusqu'à leur suppression, je ne vois pas trop... C'est-à-dire, si on parle du XVIIIe siècle, il y avait un certain nombre de besoins de réformes, mais pas forcément celles qui ont été proposées. Peut-être peut-on nous focaliser sur une période de l'histoire qui nous permettra justement de revenir sur les arguments, donc j'en parlais tout à l'heure, donc de la période de la Troisième République. Donc nous sommes en 1870 environ, évidemment des faits de Sedan, la Troisième République est proclamée, et donc nous avons donc là une période entre 1870 et 1880 où les monarchistes sont majoritaires à l'Assemblée. Et justement, à partir de 1880, les radicaux passent au pouvoir. Donc il y a une véritable scission dans une république entre deux systèmes. Peut-être qu'une analyse de cette courte période nous permettra de retrouver les fondamentaux qui les divisent. Alors, peut-être commençons par Monsieur Arad, par rapport à l'arrivée des radicaux en 1880. Peut-être un petit rappel historique. L'élection. Eh bien, écoutez, je pense que, bon, il faut le rappeler que ça fait suite à la déchéance de Napoléon III, donc quand même une période assez trouble, il faut l'avouer, et la nécessité de la remise en place de la République avec les grandes lois qui concernaient la liberté de la presse, je pense à juillet 1881 par exemple, ou les fameuses lois Jules Ferry et la légalisation des syndicats. Il y avait ces grandes lois qu'il faut remettre dans le contexte. Après, là où on peut... le droit de grève aussi. Oui. Le droit de grève, voilà, enfin, toutes ces grandes lois de la République fondamentale qu'on retrouve aujourd'hui datent de cette période-là. D'accord. Après, essayez de préciser votre question et j'essaierai de peut-être... alors moi évidemment, j'ai une certaine idée derrière la tête parce que nombreux furent les analyses à ce sujet-là, et il s'est avéré que l'arrivée des radicaux en 1880 est plus issue d'une erreur du système démocratique plutôt qu'un choix groupé. Je fais un petit rappel historique. Selon des historiens, les radicaux ont été élus évidemment à la majorité en 1880-1881, et une des raisons serait, attention, je prends mes pincettes, que le nombre de référendums et de votes qui ont été faits durant cette courte période ont lassé beaucoup de gens de campagne qui ont cessé de voter,
Et finalement, il y a eu une majorité de citadins qui ont voté, qui a permis l'arrivée des radicaux, qui n'étaient pas présents sur la scène politique en termes de majorité. Précédemment, la majorité des Français votaient monarchistes, particulièrement les gens des campagnes qui étaient très conservateurs. Et aujourd'hui, il y a le mythe du méchant Napoléon III, dont vous parliez tout à l'heure, qui est une certaine erreur de l'histoire, étant donné que il a été très apprécié vers la fin de son règne, vu qu'il s'est rapproché évidemment de son peuple. Mais évidemment, la Troisième République, on a fait un démon à châtier, qui évidemment a pris la monarchie avec. Comme c'est bien dit. Évidemment, peut-être que M. Fautrade pourra parler justement du comte de Chambord et de Alors, ses alliés si monarchistes. je puis me permettre, je vais appeler un auditeur qui nous écoute en ce moment, un certain Avry Colobert, élève en première S, et qui va rejoindre notre débat. Donc je l'appelle. Allô? Voilà. Donc Avry Colobert, bonjour. Bonjour, Corentin Faudlé. Alors, est-ce que tu veux ajouter un argument à ce qui a déjà été dit tout au long du débat? Alors, par rapport à certaines choses, déjà la question qui est posée, c'est-à-dire le peuple peut-il se gouverner par lui-même? Déjà, cette question-là est une question philosophique et ne concerne pas vraiment c'est une question d'idéaux. Et donc, nous inscrivons finalement dans une certaine logique et non pas dans une recherche d'idéaux, nous royalistes pour notre part. Donc pour ce qui est du peuple, bien entendu, il y a une certaine... il faut qu'il y ait un équilibre finalement entre le pouvoir, le peuple et puis la France substantielle, si on peut dire en substance. Mais pas un équilibre, mais ça ne veut pas dire que l'un doit prendre le dessus, si vous comprenez ce que je veux dire, entre ces trois unités. Absolument. C'est-à-dire précisément la volonté de synthèse de la Ve République. Oui, c'est ça. Ce qui compose... On peut considérer ça. Oui. L'objectif initial de la Ve République, c'était de faire la synthèse entre souveraineté populaire et souveraineté nationale. Et mais justement, c'est là où il y a des équilibres. Des équilibres. Vous êtes en train de dire donc qu'il devrait y avoir un qui prévaut sur l'autre, ou justement non, que je comprenne bien. Non, justement, c'est là où il y a des équilibres. C'est, si vous voulez, lorsque on donne la souveraineté populaire, comme vous le dites, si c'est elle qui prévaut, vous êtes d'accord, il y a une forme de déséquilibre entre ce que j'ai énoncé, c'est-à-dire l'unité entre la France substantielle, le peuple et puis le gouvernement. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une véritable harmonie. Enfin, j'ai peut-être un peu de mal à exprimer l'idée, mais c'est-à-dire que si on accorde, d'ailleurs, comme je ne sais pas si ça a été dit, mais chez les Grecs, nous sommes bien d'accord, le peuple ne décidait pas fatalement de tout ce qui se passait, bien au contraire. L'ostracisme, par exemple, bon, ça c'était le peuple, mais le reste, non. Et par conséquent, le peuple doit se contenter des décisions qui le concerne, le gouvernement lui aussi, et bien entendu la France substantielle, enfin ce que j'appelle la France substantielle, mais c'est un peu, Oui, ça doit être un peu vague pour vous. Ce que tu voulais dire par la France substantielle. Eh bien, c'est-à-dire la France en substance, c'est-à-dire que vous avez bien entendu dans la France en substance, vous avez déjà le territoire attaché, bien entendu, donc à la personne qui représente le territoire, donc qui pour nous est bien entendu le roi. Il n'y a pas vraiment d'autre personne qui peut être attachée charnellement au territoire. C'est la même chose, si vous voulez. Le territoire, le roi, c'est voilà. Oui. C'est une grande différence entre la vision de la France, de la République et de la monarchie. Pour la République, la France, ce sont avant tout des idées et des valeurs. Pour la monarchie, c'est avant tout une réalité bien concrète et bien charnelle. Voilà pourquoi je parlais de France substantielle. Alors, Monsieur Arad, est-ce que vous avez quelque chose à répondre à cela? Eh bien, écoutez, bon, j'ai bien compris que l'auditeur était royaliste. Ça fait ses opinions. Après, Non. permet ce cadre-là, donc
On peut en Non, être je heureux, précise au moins. que la plupart Voilà. des auditeurs ne Mais sont ne la s'entendent pas comparaison avec Ça va. la Grèce antique déjà est un peu maladroite puisque tout le monde n'était pas citoyen, je le rappelle. Il y avait différentes catégories de population, donc l'exemple est un peu maladroit et l'ostracisme était concerné justement certains chefs et notamment dans leur prise de pouvoir tyrannique. Mais là, c'est un autre débat. Concernant, la conception de la souveraineté, nous considérons qu'en effet, la souveraineté est quelque chose qui n'est pas attaché à une personne, mais à l'abstraction d'une conception de valeur. En effet, quand on parle d'abstraction, je parle de la souveraineté en tant que volonté, elle n'est pas palpable, mais une volonté de vivre ensemble de la part des individus qui veulent avoir un destin commun organisé autour de valeurs. Et quand on parle de souveraineté d'un État, elle se conjugue selon la nation, selon le territoire et selon les relations qu'elle a avec d'autres régimes. Donc oui, en effet, la République a une conception mouvante de la souveraineté par rapport en réalité, ancrée avec son temps. C'est bien là où j'oppose une vision progressiste à une vision conservatrice de la monarchie. Mais qu'appelez-vous nation? La nation, c'est un ensemble de valeurs, de personnes qui ont décidé de soumettre dans une volonté commune un certain nombre de libertés pour les exercer ensemble. Et la volonté, je fais allusion à la volonté de vivre ensemble. C'est là où la nation est un concept un peu vague par rapport à la France substantielle dont je parlais. Excusez-moi, mais France substantielle, ça ne me parle pas et je doute que ça parle à une personne lambda. Donc, peut-être, mais le concept de nation non plus. On va pas commencer dans un débat. Si vous voulez, on peut faire de l'étymologie. Nation, c'est naître, voilà. c'est cette volonté de donner quelque chose. Et peut-être qu'aurait été intéressante justement cette comparaison justement entre patrie et nation. Bon, là évidemment on rentre dans l'étymologie, mais c'est vrai que nation, pays substantiel, ça devient un petit peu compliqué. Je me permets dans ce cas de rediriger vers un débat vraiment bien plus clair. C'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Parce que ce qui fait la différence en réalité entre république et monarchie, c'est qu'en république aussi, évidemment, il y a une séparation des pouvoirs. On refuse de donner tous les pouvoirs à une même personne. Alors moi, évidemment, en tant que républicain, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on ne puisse donner le pouvoir de la justice à une personne. Alors peut-être que les royalistes veulent réagir par rapport à ça, par rapport à la justice. Peut-on confier la justice à un homme ? Excuse-moi, mais il y a des sujets qui ont été zappés, là, auxquels je n'ai pas répondu. Oui, mais là, on reviendra dessus. 5, sur le... Comment ? On pourra revenir dessus. Ah oui, mais on n'a pas pu répondre. Bon. Alors, la question sur la justice. Parce que c'est la question fondamentale sur le royalisme, la justice. Vous avez tous lu Monte Cristo. Toute justice émane du roi, et elle est exercée en son nom par les magistrats compétents. C'est aussi simple que ça. Et oui, mais peut-être que monsieur... Ouais, allez-y, monsieur Arras défendra sûrement mieux que moi. Oui, juste pour rappel, les magistrats qui achetaient leur diplôme et leurs fonctions auprès du roi. Donc on va pouvoir trop dire sur leurs compétences déjà d'une part. Concernant la justice, elle est rendue au nom du peuple français dans son ensemble et elle est fondée par une notion de droit. Juridiquement, on parle d'état de droit et je rappelle qu'il est fondé sur un certain nombre de documents, notamment la Constitution et tout ce qui l'accompagne. Elle n'est pas rendue au nom d'un Dieu, je répète, et au nom d'une personne et de son bon vouloir. Voilà la grosse différence, par exemple, un petit peu entre système républicain démocratique et monarchie qui aurait tous les pouvoirs juridiques et qui aurait une sorte de compétence, si je puis dire, à pouvoir décider de tout et comme elle juge bon. Voilà. Oui, je suis d'accord avec monsieur Arad sur ce point. Ne caricaturez même pas, monsieur, dans votre jugement, c'est un petit peu excessif ici. La question, justement, monsieur Fautrade, c'est, outre les préjugés et les histoires rocambolesques qu'on connaît sur le sujet, par exemple la présence du château d'If ou bien même le château de la Bastille, leur présence est symbolique, c'est-à-dire qu'un roi, un homme peut décider qu'un homme soit enfermé par son bon vouloir. C'est quand même un problème. Si on parle d'excès, fatalement, on peut extrapoler comme ça. Ouais, mais d'excès, il y a quand même eu deux châteaux en France qui ont symbolisé cet excès.
Alors, à part si c'est... Bon, la prise à Bastille... Non, mais l'allusion aux lettres de cachet, si vous voulez par là, pour, je vais me faire l'avocat du diable pour une fois, vous prenez la monarchie anglaise, avec l'habeas corpus, on a mis fin à cela, donc chaque pays a eu son histoire propre. Prendre l'exemple de la Bastille, je me fais vraiment l'avocat du diable pour une fois, ce n'est qu'un symbole. Ce n'est pas concrètement ça qui permet de faire l'opposition entre l'image, le une problème, vision c'est que monarchiste de la justice et une vision républicaine. Oui, mais un homme, oui, mais tout de même, un homme peut. C'est ça le problème, c'est que certes, ça n'a pas le forcément juge été le cas. Le juge est un homme qui envoie quelqu'un en prison s'il le veut. Oui, mais le juge a une mission particulière, ce n'est pas lui qui fait la loi, c'est lui qui la dicte, la loi. Il ne fait que lire la loi et l'appliquer. Ce n'est pas loi. Cependant, avec la jurisprudence... On a fait une séparation dans ce sens-là. Avec les juristes, les magistrats ont une formation à l'UNM particulière et ce n'est pas le bon vouloir des personnes. Eux, ils ne font que qualifier des situations par rapport à une règle juridique. Alors, l'état de droit. Les juristes ne font... Pardon, allez-y, finissez. Pardon, continuez. Alors, vous dites que les juristes ne font pas la loi, néanmoins la jurisprudence contredit un peu ce que vous dites, parce que dans beaucoup de cas, la loi est interprétée et donc elle est remise au bon vouloir, enfin à la subjectivité des magistrats. Donc c'est... Pardon ? Soyez précis, parce que là je vois pas trop à quoi vous faites allusion. Oui, mais pour contrecarrer ce que tu es en train de dire, il y a quand même la présence d'un jury dans les tribunaux républicains. Non, mais là vous parlez en droit pénal, c'est autre chose. Absolument. Oui, mais là, justement, dans les symboles, le droit de toute personne qui soit condamnée, il peut quand même faire appel il peut faire appel ou bien même passer en cour de cassation, ce qui permet quand même un échappatoire qui n'existe pas. Me semble-t-il, sauf ça c'est en droit pénal, mais même en droit civil, la plupart du temps, on va pas débattre sur le droit civil sur une histoire aussi bénigne. Là, on parle les magistrats interprètent la loi avec la jurisprudence, donc c'est une interprétation de la loi, donc c'est subjectif. Donc non, alors là vous confondez qualifier les faits par rapport à une situation humaine et son adéquation avec la loi. La loi, elle est obligée d'être interprétée par le juge. Je rappelle que c'est marqué dans les premiers articles du Code civil. Donc il y a une obligation pour le juge, et c'est spécifié par la loi, que le juge se doit d'interpréter la loi. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est le juge qui se met en avant et qui passe outre la loi pour faire sa propre loi. Ça serait trop simple sinon. Et là, on pourrait laisser cours à l'arbitraire, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas le juge qui fait la loi. Lui, il l'applique, il l'interprète. Et là, je rappelle qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence de la Cour de cassation qui, justement, mettait en exergue des cas un peu flous de la loi et qui ont été permis au législateur de la préciser. Mais en aucun cas, le législateur a été mis de côté au profit du magistrat qui appliquait la loi en qualifiant les faits. Bon, là, c'est un peu de la tambouille juridique, je vous l'accorde, ce n'est pas forcément intelligible auprès de tous les citoyens. Pour autant, c'est comme ça que ça se passe. Donc, n'essayez pas... Mais on ne critique pas cela. Moi, personnellement, je ne vois absolument aucun problème à ce fonctionnement. C'est passé comme ça aussi. Le problème, c'est que vous êtes en train de me dire que c'est le juge qui fait la loi. Ah bah non, je n'ai jamais dit ça. Non, le juge ne fait pas la loi. La grande différence, peut-être la seule différence qu'il y aurait, ce serait qu'en monarchie, il y a davantage l'expression du droit coutumier qui a son fonctionnement propre. Et voilà. Et le juge, souvent, se réfère à cela, bien davantage que la jurisprudence. Là, vous mélangez le droit coutumier avec le droit écrit, qui est encore un autre sujet. Vous me parlez donc du juge. Dites-moi ce que vous vouliez dire par rapport au juge et son interprétation de la loi. Alors, votre idée. Avri, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que nous avons une autre personne qui veut intervenir. Eh bien, écoutez, par rapport à ça, je pense simplement que ce qu'il y a dans la justice républicaine, le seul problème, c'est que la justice républicaine est simplement appliquée pour
pour le peuple. Or, en monarchie, elle devrait être appliquée à la fois pour le peuple et ceux pour, qu'on les appelle ceux pour ce qu'appellent les républicains de la nation, justement, c'est-à-dire pour le peuple et, comme je le disais tout à l'heure, la France charnelle, et non pas simplement pour le peuple. Voilà. C'est ça la mais différence. à qui vous voulez étendre alors, soi-disant, J'ai du mal la à voir. justice Oui, à qui vous voulez étendre la justice? Parce que le peuple français, je pense que c'est suffisamment large comme définition. Oui. Que vous soyez royaliste ou républicain, vous serez jugé de la même manière avec l'égalité des armes. Donc, Mais bien encore entendu, heureux. non, mais ce que je veux dire, c'est que le juge est justement un symbole de l'autorité royale, en quelque sorte. Mais il le fait pour le bon fonctionnement de la société. Pardonnez-moi, mais Parce comme que vous le pensez que procureur de le la juge République... républicain ne le fait pas pour le bon fonctionnement de la société, c'est ça que vous me dites? Non, c'est pas ça que je veux. Vous Alors, soyez extrapolez. précis. Ce que je dis, c'est qu'il le fait à la fois pour le peuple et à la fois pour ce que vous appelez la nation. Oui, mais attendez, parce qu'il a faut... Non. Non, mais c'est pas clair ce que vous dites, excusez-moi, mais... Ouais. Non, mais bref, je pourrais même aller plus loin. La justice française, c'est pour tout justiciable dans un pays. Donc on pourrait même étendre Absolument. ça à des personnes qui n'ont même pas la nationalité française. Donc vous voyez, votre argumentaire est faux. Non, mais je dis pour le bon fonctionnement du peuple français. Les jugements sont rendus Pour le bon fonctionnement pour de le la peuple société, français. tout simplement. Comment? Pour le Ah, bon c'est le principe fonctionnement de de la la justice société, aussi, tout hein. simplement. On Oui. s'éloigne du sujet, Jean. Oui, on va s'éloigner du sujet, je pense. Peut-être... Alors, après avoir parlé de la justice, il y a une autre personne qui veut intervenir sur un autre point. Est-ce que Avril, tu veux rajouter quelque chose ou je peux laisser ta place à l'autre personne? Non, écoutez, moi je pense que je laisse ma place. Bah, merci Il faut d'être savoir venu. se retirer. Mince, j'ai raccroché trop vite. Désolé Avril de t'avoir raccrochonné, j'ai cliqué alors que je voulais pas Bon, encore. allez, le suivant. Voilà, alors j'invite la seconde personne, encore une fois royaliste, hein, décidément. Si vous voulez Ça fait participer... beaucoup de royalistes quand même, il faudrait peut-être des partisans. Hein. Bah oui, mais si vous voulez rejoindre Sinon, l'émission... c'est moi qui vais le faire, sinon. Hein, et ce serait... Moi-même d'ailleurs. Si vous voulez rejoindre l'émission, vous m'envoyez un message sur Skype en Il nous ajoutant faudrait un bon républicain, là, tout de même. Hein. ratio Il doit 15-10. bien en rester quelques-uns. Oui, quand Alors, oui, c'est une pique, c'est une cape, c'est une péninsule. J'ajoute la personne qui va nous parler de l'identité républicaine en tant que telle et qui va nous poser une question. Voilà, donc... Ah non, elle n'est pas encore là. Donc voilà. Donc Hélène, bonjour. Hélène, Bonjour. voilà. Donc Hélène, royaliste, Si, je vas-y. suis là. Si. Vas-y. Bonjour. Alors, oui. Je voulais juste... Allô, oui, Oui. vas-y. Oui. Alors, je voulais juste poser une question toute simple. Vas-y. Parce que bon, depuis tout à l'heure, on est un peu toujours en train de tourner autour mais c'est quoi cette histoire d'être royaliste? Pourquoi vous êtes royaliste? Pourquoi, voilà. Et voilà, je voulais poser une question qui était toute simple, mais pourquoi vous pouvez-vous dire républicain? Je dirais même pourquoi est-ce que vous êtes devenu républicain? Est-ce que vous l'êtes seulement devenu par vous-même? pourrait-on vous retourner la question Donc, êtes-vous devenu je ne sais royaliste? pas si le débat, je posais la question de pourquoi ils sont royalistes, on discutait justement des fondamentaux de deux régimes. Mais bon, si vous voulez que je m'exprime, je suis donc républicain. Je crois aux valeurs de méritocratie républicaine comme permettant à une personne de non plus être distinguée par son origine, mais par ses valeurs individuelles, et notamment intellectuelles. Je pense que ça, c'est un moteur de notre République, et je respecte sa construction, et j'ai un immense respect pour les personnes qui essaient de s'en sortir chaque jour, indépendamment des choses qu'on peut leur reprocher. Déjà d'une part, je considère que ma conception de la nation, c'est le vivre ensemble, organisé par un outil merveilleux qui s'appelle laïcité. Je sais que ça ne vous plaît pas ce terme-là, mais c'est la garantie pour vous, notamment, et vous en servez, et je vous l'accorde, c'est très bien, vous en servez de cette laïcité pour la liberté d'expression, et c'est parce que je garantis ce genre de choses que je suis républicain. Contrairement à vous, qui quelquefois, par le passé, pas aujourd'hui, puisque vous n'êtes plus au pouvoir après tout, mais par le passé, qui vous avez bafoué.
Voilà. Alors, Pourquoi pardonnez-moi, notamment. Et que je crois à l'égalité des droits entre les personnes, à la liberté de la pensée, de la presse, ainsi que de nombreuses autres libertés. Et je crois profondément à cette idée de fraternité entre les personnes, indépendamment d'une autre personne qui ferait le lien par sa personne de une nation substantielle, comme disait notre ami de tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui Alors, la fraternité pardonnez-moi. est illusoire, mais ça ce n'est que mon point de vue. Vas-y, Alors, Captain Bon, France. vu que moi je suis républicain, je peux aussi répondre à la question. Qu'est-ce qui m'a fait pousser à devenir républicain? Une chose très simple à comprendre, c'est que moi qui suis un grand patriote, j'aurais tellement aimé servir mon pays que je me suis dit que si jamais j'étais dans un pays royaliste, peut-être ne m'aurait-on pas laissé la possibilité de le servir, tout simplement parce que je n'aurais pas eu le sang ni le titre pour le faire. En revanche, j'aspire plutôt à une république évidemment solide, dont la laïcité, parce je pense qu'on va approcher le débat, je suppose, dont la laïcité n'est pas forcément un des piliers fondamentaux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. Et une deuxième chose, moi je vis dans l'idée aussi de la nation sous un petit peu l'empire, c'est-à-dire que sous évidemment le côté patrie, et non pas justement l'idée de la nation, c'est-à-dire que la patrie des pères, c'est-à-dire que nous sommes avant tout des fils de nos pères qui nous existons et nous sommes heureux aujourd'hui parce que nos pères ont travaillé pour nous et que nous travaillons aujourd'hui pour nos fils. Et alors évidemment, je ne dis pas qu'une personne d'origine étrangère ne peut être à la nation. Je rappelle qu'à 12 ans, Napoléon ne savait pas parler italien, ne savait pas parler français, pourtant pour moi, et il a fini empereur des Français. Donc en termes d'intégration, je pense qu'on on ne peut pas avoir de meilleur exemple que Napoléon Bonaparte. Ça, j'en doute quand Est-ce même. qu'on peut répondre des choses ou pas? Oui, bien Oui. sûr, vous avez le droit de réponse, oui. À tout moment. Bien. Alors, sur la suite des distinctions des valeurs, alors il y a le nouveau terme là, un peu maladroit grammaticalement, de vivre ensemble. Nous préférons, nous, le bien commun. À la laïcité, nous préférons la liberté religieuse. Et puis, le journaliste là, comme caractère caricatural, en confondant un petit peu la monarchie et l'aristocratie, qui ne sont pas forcément la même chose et qui ne sont pas forcément reliés dans le fonctionnement C'est vrai. d'une C'est vrai. monarchie. Alors, sur l'argument de Napoléon, excusez-moi, mais ce principe-là, on l'a trouvé avec de nos grands ministres qui ont été les nôtres, comme Mazarin, ou de grandes reines. Oui, c'est vrai. Donc, Mais pour moi, Napoléon est un monarchiste, hein, il est fini empereur. Comment? Bah, du coup, il n'est pas Napoléon- monarchiste, il est impérialiste. Bah, non, mais la nuance est faite parce que son fils Napoléon II était censé devenir empereur. Donc, c'est quand même bon. Non, mais c'est une forme monarchique dans le sens où c'est le pouvoir Oui. en un seul, si on prend l'étymologie, Voilà, oui. c'est la monarchie traditionnelle là, oui. française. Alors, continuez votre argumentation. Vous étiez en train de dire quelque chose? Non? Oui? On en était au vivre ensemble. Oui, voilà. Je préfère le bien commun, c'est-à-dire ce que nous avons en commun, comme je l'ai déjà dit, auquel chacun contribue avec les mérites et les talents qui sont les siens, et par contre-coup, il reçoit de la société tout entière eh bien, ce dont il a besoin pour vivre en paix et se développer. Alors, sur la laïcité, qui, ne soyons pas naïfs, s'est construite avant tout contre le christianisme. Et M. Payon, le ministre actuel de l'Éducation nationale, le dit sans aucune fausse pudeur, hein, n'ayant pas réussi à instaurer la République avec le christianisme. Il a fallu supprimer le christianisme en fabriquant la religion de la République qui s'appelle la laïcité. Nous préférons la liberté religieuse. Voilà. J'ai une question à poser. Est-ce que la France est-elle catholique ou chrétienne? Bon, chrétienne. Est-ce que la France est-elle chrétienne? Voilà, donc Sûr, oui. monsieur. Oui, mais Comment attention, ça? il peut y avoir- Non. Est-ce que la France est-elle chrétienne? Est-ce que monsieur Arad Historiquement, bien sûr, mais peut actuellement, commencer? non. mais oui, non, la Historiquement question. et culturellement, je dirais même. Monsieur On Arad. peut pas le nier, ça fait partie du Oui. racisme. Monsieur Arad. C'est quelque chose qui est inhérent Parce à... qu'on parle de la laïcité, mais voilà, la France Donc, est-elle catholique? Elle le fut. Ça, c'est un fait. Mais je rappelle que depuis la séparation de l'Église et de l'État, il y a plusieurs points à voir. Déjà, le premier point, parce que je voudrais le reprendre dans l'ordre.
Concernant la laïcité, je rappelle juste un fondamental, et ça c'est marqué noir sur blanc dans la Constitution et les différents documents à valeur constitutionnelle, que la laïcité, c'est la liberté de choisir, de croire ou de ne pas croire. Je soutiens De croire, entièrement, ou monsieur. de ne pas croire. C'est ça le fondamental de la laïcité. Alors, quand on parle de liberté religieuse, c'est garanti par la laïcité. Qu'on n'essaye pas de dire que c'est la liberté d'une forme d'athéisme exacerbé voulant écraser la religion. Il est vrai, soyons honnêtes, en termes d'honnêteté intellectuelle, que le contexte de la mise en place de la loi de 1905 était l'opposition entre des royalistes pro-catholiques et des républicains qui voulaient en finir avec la fille aînée de l'Église, puisque c'était l'expression consacrée, si je puis dire, de l'époque. Mais le fait est qu'aujourd'hui, notre société, dans sa composition sociologique, est multiculturaliste et pluriconfessionnelle. Donc, pour répondre à la question finale, est-ce qu'on peut parler de France comme héritière du catholicisme? On ne peut plus le dire aujourd'hui, je le pense. Voilà. Justement, alors, parce que j'avais déjà traité ce sujet, j'ai justement fait exprès de poser cette question, j'amène justement à la séparation du terme France et du terme République française. Et la nuance est importante vu qu'elle est dans la Constitution. Je vais lire donc le premier article de la Constitution française. La France est une république indivisible laïque. Je peux demander donc au professeur de lettres si laïque se réfère à République ou à France. La France est une république laïque indivisible. Donc là, j'ai pas compris ta question. Ici, ça renvoie à République. Hein. Absolument. Donc grammaticalement, le terme laïque se réfère à République, non pas à France. La France, c'est quoi? C'est une histoire, une culture, une langue. Et c'est un fait, à travers ces trois aspects, la France est catholique. Et si on commence à retirer de la France le catholicisme, on en enlève presque la colonne vertébrale. À travers toute l'histoire, même à des périodes où le royalisme était absolu, il faut aussi rappeler que l'Église catholique était souvent là pour justement parfois la contrer même. Mais il ne faut pas non plus faire... Oui, mais justement, si, la France est catholique, elle l'est encore aujourd'hui, parce que sinon ce ne serait plus la France. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Alors la République française n'est pas catholique, ça je suis d'accord, mais la France l'est. C'est là où en fait où je veux en amener. Ou alors il faut inventer d'autres mots, une autre nation et un autre pays. Vous faites distinction entre le pays réel et le pays légal finalement. Absolument. Chamora s'appelait pays réel et pays légal. Dans ce cas-là, oui, en effet. Mais ça vous oppose légitimité et légalité, pas réalité, parce que là c'est un parti pris intellectuel que vous prenez, monsieur. Bah, évidemment, la France est légalement une république. Non, mais, faites attention, vous êtes professeur de français, faites attention au terme que vous utilisez tout de même. C'est un fait historique et je suis désolé, mais dans la Constitution, c'est aussi indiqué. La nuance n'aurait pas été faite si ce n'avait pas été important, à mon avis. Et c'est pour ça que je pense que les gens qui essayent d'extrapoler un petit peu et d'attirer toujours à leur côté des faits, par exemple constitutionnels, c'est quand même un terrain dangereux vu que la nuance a été faite. Et je pense qu'il est important de la préciser. Et elle n'est pas précisée actuellement. Mmh. Alors, voilà. Hélène, est-ce que c'est tout ce que tu voulais dire concernant cette identité autour de la laïcité? Parce que la laïcité, c'est pas du tout le seul élément républicain. Monsieur Arad en a fait la liste tout à l'heure, a fait un peu la liste des valeurs républicaines. Quand je parlais de laïcité, c'est l'outil permettant de le vivre ensemble. Mais oui. C'est l'outil de référence. Oui. Après, il y a égalité, liberté, fraternité, le fameux triptyque, il y a plein d'autres valeurs dont il faut parler. Mais bon, si je puis me permettre, enfin je voulais laisser la jeune demoiselle terminer, éventuellement si vous voulez rajouter un point. Mais comme le disait M. Fautra tout à l'heure, en fait, nous, ce qu'on prône, c'est pas la laïcité, c'est encore autre chose, c'est la liberté religieuse. Et la liberté religieuse, je pense que c'est... Mais elle existe, la liberté religieuse. Mais la laïcité qui garantit cela. En trompe-l'œil. Mais parce que non. Alors, peut-on parler dans ce cas de choses concrètes? Mais la laïcité est la liberté religieuse. Monsieur Valls, il y a quelques jours, M. Valls a inauguré donc la mosquée à Strasbourg, en partie financée par l'État. Prenons un exemple concret, ou la laïcisation. Je ne vais pas du tout partir dans un débat, je vais pas dire de quel côté je suis. Je dis juste, c'est un fait. Ici, un édifice religieux a été financé par l'État. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la laïcisation? Si oui, pourquoi? Voilà,
Il y a des réponses, vous hein, avez évidemment, Vous c'est pas du tout un vous piège. parlez de quelle mosquée? Vous faites partie de À quelle mosquée? Strasbourg. C'était il y a quelques jours en plus. Strasbourg. Ça Donc passait sur Strasbourg qui quelques se jours. trouve où? En Alsace, il me France. semble. Alsace Ah, qui mais est non, soumis à un parce que- régime appelé le Concordat, on est bien d'accord. Absolument. Mais le concordat Voilà. avec l'Église catholique, pas avec, avec le grand moufti. C'est assez amusant comme histoire. La question aussi s'approche par rapport à d'autres régions, comme la mosquée de Marseille. Hein, et Marseille, me semble-t-il, n'est pas en Alsace. Donc, on pourrait exclure cette possibilité. Peut-on parler donc de laïcisation si on peut permettre le financement de certains édifices, pas forcément musulmans, même si c'est catholique, même si là l'argument provient plus du patrimoine historique plus que du choix religieux. Est-ce qu'une république peut-elle financer des édifices religieux? La question. Pour moi, Non, clairement, peut-être- non, l'État n'a pas à financer un bâtiment religieux. Voilà. Absolument. Et pourtant, Et si on me sort l'argument des édifices qui sont entretenus par des édifices religieux, qui viennent entretenus par des collectivités, c'est parce qu'elles sont passées d'une vision culturelle à culturelle. Absolument. toute la Dans ce différence. cas, nous sommes d'accord sur Voilà. le... Absolument. Pour moi, c'est très Voilà. clair. Je suis totalement de cet avis-là. Après, sur la construction d'un édifice religieux, est-ce que c'est à l'État de financer cet édifice religieux? La réponse est non. Tout Bien. simplement. Logique, oui. Et en tant que républicain, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je dis ça, mais certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. Alors, il y en a qui sont pas d'accord parce qu'ils considèrent justement, pour les mêmes raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, que les églises font partie du patrimoine français en tant qu'histoire. Donc, en Mais restaurant les églises... attention à la nuance. Les églises construites. Ah oui, Attention, construites. On Oui, ne oui, parle oui. pas ici de... Déjà construite. Voilà. Construite. D'accord. Voilà, Il on s'agit ne dit pas ici... d'entretenir des églises, J'avais... Voilà. J'avais pas notamment compris la des nuance. églises, puisqu'il n'y a D'accord. pas que ça, mais des bâtiments qui au départ étaient d'office religieux, et aujourd'hui qui ont basculé dans le patrimoine républicain en tant que bâtiments culturels, qui ont une Mais valeur historique. Dans un même temps, l'État ne Mais finance pas... dans la construction de nouveaux édifices religieux, quelle que soit la confession, Absolument. ce n'est pas à la République de le financer, mais plus généralement aux fidèles. c'est Après, là où on je pourra dirais- avoir un autre débat sur est-ce que les financements des fidèles, il faut les contrôler ou pas. Ça, c'est un Alors, autre débat. je me Il y a trompe eu une peut-être, polémique sur ça. mais l'État ne finance pas que la construction d'églises, mais aussi de... Non, elle ne finance aucune construction Aucune. d'église. C'est la loi de Rénovation, 1905. oui. Je vous laisse revenir pour ceux qui Absolument. s'intéressent à cette question-là, d'étudier la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Tout Qui a simplement. beaucoup divisé à l'époque, donc c'est intéressant d'y revenir absolument. Il y a beaucoup divisé à l'époque, mais bon, là on parle de cas concrets Non mais d'aujourd'hui. je suis de cet avis, absolument. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, il faut quand même pas faire l'amalgame entre église déjà construite et église à construire ou mosquée à construire. Là on parle bien de patrimoine C'est historique pour qui ça est que je classé. parlais bien de bâtiments Voilà, qui font absolument. office de bâtiments culturels et non pas Absolument. cultuels. Mhm. La Il y a un différence. cadre législatif pour les protéger, c'est très précis. C'est monument historique tout simplement. Voilà. Bon. Un autre sujet peut-être? Donc non, je pense que l'heure arrive, il est 17h50, ça devait finir à moins le quart, mais nous avions du retard, donc c'est bien, on l'a rattrapé. Donc avant de conclure, on va peut-être faire un dernier tour de table, histoire de collecter les opinions et ce que l'on retient du débat de façon purement personnelle. Donc voilà. Donc là, il ne s'agit pas de Light, sortir... je vais peut-être m'en aller, moi je sais pas, du coup. Ah non, reste. Ok, bah d'accord. Donc là, il ne s'agit pas d'invoquer un nouvel argument, mais plutôt de faire un petit récapitulatif de ce que l'on pense, histoire de concrétiser, de synthétiser nos pensées. Donc commencez peut-être Monsieur Fautrade, ça fait longtemps que vous avez pris la parole. Allez-y. Je vous remercie. D'abord, je tiens à saluer tous les débatteurs qui ont été attentifs à écouter les uns les autres, même si on n'a pas pu tout creuser. C'est sûr. Bon, je pense qu'il faut retenir tout de même qu'il existe, qu'on le veuille ou non, ces deux modèles qui sont parfaitement différents par essence, hein, même si on peut évidemment en débattre et on n'est pas obligé de s'étriper grâce à Dieu, mais bon, qu'il y ait bien voilà, une pensée qui se veut progressiste, mais jusqu'à quelle limite on aurait pu en débattre aussi
longuement, et puis une pensée qui voudrait plutôt garantir la pérennité des choses, une pensée qui est avant tout basée sur une idéologie, et une autre pensée qui s'inspire davantage de ce qu'on appelle la nature, le droit naturel, une pensée qui vient de l'héritage des siècles et de leur expérience, de ce qu'on appelle l'institution progressive des choses, et puis une autre pensée qui est plutôt de l'ordre de la constitution, de ce que l'on décrète, suivant ce qui arrive. Voilà, je regrette qu'on n'ait pas pu évoquer les aspects de la pensée sociale de la monarchie avec tous les députés du 19e siècle, Albert Demain particulièrement. Bon, ce sera peut-être l'objet d'un prochain débat. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je salue particulièrement Monsieur donc Barat, parce que il n'y a pas eu d'auditeur qui s'était voué pour l'aider dans sa cause, donc Et je oui, salue quand pourtant même on a son courage fait un appel à pour auditeurs. avoir fait. Et je salue aussi les arguments qui ont été avancés, et je suis bien content qu'on ne soit pas tombé dans les préjugés et dans les fausses qui sont facilement atteignables dans ce genre de débat. Justement, Monsieur Arad, votre mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci également aux auditeurs et aux auditrices, à mon adversaire comme aux animateurs du débat. Pour ce débat de qualité, il faut le souligner, en effet. Pour autant, donc, je ferai un bref résumé. Pour moi, donc, régime républicain, c'est un régime profondément légitime et au contraire du régime monarchiste que je considère comme étant discriminatoire, je l'expliquais, fondé sur l'hérédité et la République sur la méritocratie et sur la relation de sujet à roi et de citoyen à régime républicain. Pour moi, ça, c'était les points que je voulais mettre en avant. Mais également, puisque bon, je voulais en parler tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps, sur l'idée de France et de République. La République, ça va au-delà de la France, il y a un idéal universaliste. Et quand on parle de France, si on s'attache à un territoire, je pense aussi au territoire de l'outre-mer, et ça s'appelle en droit français la continuité territoriale. Et enfin, on peut se féliciter que dans un régime comme le nôtre, la République permette la pluralité des opinions. Et c'est au final, c'est ça qui fait toute sa beauté, je pense. Voilà. Je suis bien d'accord. Merci à vous. Voilà. En tout cas, qu'on soit monarchiste ou républicain, nous nous accorderons tous à dire que on a un beau pays et que nous devons lutter pour le conserver au maximum, ou bien le faire évoluer selon les deux évolutions. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on veut tous la même chose, on veut le bien de la France, mais on n'est pas sur la manière d'y parvenir. Mais bon, s'il y a des nostalgiques du royalisme, il reste toujours Stéphane Bern et ses belles émissions. C'est sûr. Bon, bah merci à vous deux. Vous avez bien harté, vous. Voilà, donc l'émission est finie. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouveau débat dont le sujet n'est pas encore fixé. Je vous tiendrai au courant sur notre page Facebook. Donc je vous quitte avec une page de musique et puis on se retrouve pour d'autres émissions telles Rire Factor. Je sais pas si vendredi prochain il y a un nouveau Rire Factor. Le dernier c'est avec 3615 Usul, hein, comme vous l'avez peut-être écouté. Ou bien une émission musicale que l'on fera une certaine date. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Merci d'avoir été présents avec nous aujourd'hui pour le débat sur la restauration monarchique. Le podcast sera disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques jours, le temps de le mettre en ligne. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.